Très bien. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Vianney Raskin, je suis le fondateur de Citron. Je suis ravi d'introduire cette journée de la transition énergétique des bâtiments en tant que principal sponsor. On a mis à disposition nos bureaux. On a essayé de travailler sur une journée qui rassemble les différents acteurs de l'écosystème. Alors, vous serez beaucoup plus présent en ligne que physiquement, hein, c'est le nouveau monde. Mais l'objectif, ça va être d'échanger sur les différents enjeux de notre secteur d'activité, la performance énergétique des bâtiments, à travers les différentes contraintes réglementaires, les différents enjeux environnementaux, les différents enjeux financiers. Et pour vous accueillir aujourd'hui, je suis très fier d'être avec Raphaël Schellenberger. Je ne écorche pas le nom, c'est bon? C'est parfait. Superbe. Qui va se présenter juste après, qui est député et qui a été président de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique en France. Alors aujourd'hui, on va avoir l'occasion, du coup, suite à cette introduction, de recevoir Marc Leroux. Marc Leroux qui va venir nous parler du décret tertiaire, puisque à l'époque où il était à la DHUP, il a eu l'occasion de participer à sa rédaction et aux différents groupes de travail, même d'organiser les différents groupes de travail qui ont permis de rassembler les différents acteurs du secteur pour faire du décret tertiaire quelque chose facile, de mettable en place. Et il viendra nous présenter le dernier arrêté qui est sorti, le fameux arrêté valeur absolue 5. Ensuite, on aura à 11h30 une conférence sur le décret BAX. C'est la nouvelle réglementation, hein. Après le décret tertiaire, on a le droit au décret BAX pour parler de la nouvelle dynamique qu'a créé le décret BAX sur le déploiement de systèmes de GTB et plus largement d'automatisation et de contrôle. Pour ça, on aura le fondateur de Alva System, Maxime Duvauchel, et on aura un product director de WattSense qui s'appelle Julien Herbin. On pourra ensuite faire une rapide pause déjeuner offerte par WattSense et réalisée par Cœur d'Artichaut, une société de stylisme culinaire qui nous révélera les papilles, pour qu'après, derrière, on se pose la question de quoi faire de toutes ces données. Donc à 13h45, Maxime Pertu, mon associé, viendra vous présenter quoi faire de toutes ces datas du bâtiment connecté. Et il sera accompagné de Artus Audoucet, le fondateur de Metiga, une société de conseil en efficacité énergétique. Ensuite, à 14h45, on parlera bilan carbone et audit énergétique des bâtiments avec d'un côté la société Ecodev, Emmanuel Toumani, consultante en climat, et Léa Berry, consultante climat. Et on aura aussi la société Horizon avec Daouda Dramé, le fondateur de Horizon, la société, pas le parti politique. À 15h45, on terminera avec une dernière conférence sur des retours d'expérience d'ingénieurs en efficacité énergétique, mais qui sont de l'autre côté chez le client, avec le département du Loiret et la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui viendront faire un retour d'expérience sur leur vécu en termes de transition énergétique des bâtiments. Et en fait, il reste encore, pardon, trois conférences, je dis n'importe quoi. Les trois conférences qui suivront, non, deux conférences et un apéritif. Ensuite, on parlera des solutions innovantes au service de la transition énergétique avec la société Smart Impulse et la société Elax Energy. Et enfin, on pourra parler de comment financer la transition énergétique avec la société Alto et la société IDEX qui viendront respectivement nous parler de C2E et de CPE. Et ensuite, Cœur d'Archichaud reviendra sur le devant de la scène pour nous proposer un apéritif qui, cette fois-ci, nous est offert par la société Alto. Maintenant que tout le programme est déroulé, on voit qu'on a une journée bien chargée, ben, je vais laisser Monsieur le député se présenter, nous dire un petit peu son parcours, la situation dans laquelle il est aujourd'hui. On a plein de questions pour vous par la suite. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour votre accueil, pour ton accueil, Vianney, ici. À l'occasion de cette initiative, c'est vrai que dans les travaux parlementaires que j'ai menés, j'y reviendrai, j'ai peut-être davantage parlé production d'énergie que usage et meilleur usage, tel que c'est un peu le thème de la journée. Mais tout ça est évidemment lié. Donc, je me présente rapidement. Raphaël Schellenberger, je suis aujourd'hui député de la 4e circonscription du Haut-Rhin. Je rembobine un petit peu avant de vous décrire ma circonscription. On est toujours très attaché au territoire dont on est issu et qui dit aussi beaucoup des travaux qu'on mène. J'ai un parcours plutôt en administration publique. Je suis plutôt un juriste en droit public. Et après un parcours toujours alsacien.
où il m'a été amené au cours de mes études à travailler déjà sur des questions d'énergie, notamment de mise en place de différents programmes dans les collectivités territoriales. Je me rappelle très bien en 2010-2011 avoir déjà travaillé sur des programmes qui s'appelaient Énergie Vie à la région Alsace, qui était déjà l'exploration de la meilleure technologie de coordination des corps de métier, d'artisanat, pour essayer de définir des standards en matière de performance énergétique des bâtiments. J'ai été élu maire de ma commune de Wattwiller en 2014. Belle commune, je vais en faire la promotion. Accrochée au piémont des Vosges, connue pour son eau minérale. Voilà, donc dans le rapport aux ressources, il y a peut-être quelque chose qui se joue là aussi. J'ai été élu conseiller départemental en 2015 pour le département du Haut-Rhin, dans un canton qui est celui du canton de Cernay, qui couvre, ça vous parlera pas, mais une vallée qui est la vallée de la Thur et qui est une des premières vallées industrielles de France, puisque au 19e siècle, l'industrialisation de l'Europe commence en Grande-Bretagne, mais très vite arrive en Alsace avec la construction d'une voie ferrée par Koechlin, d'une des premières grandes voies ferrées de France entre Bâle et Strasbourg, dont le démonstrateur couvre la vallée de la Thur, qui est devenue la vallée de l'industrie textile, primo-vallée de l'industrie textile, avant que tout ça s'étende un peu plus largement. Mais pour vous dire que finalement, l'histoire de la technologie, l'évolution des techniques est intimement connectée à mon territoire. Et en 2017, je suis devenu député de la 4e circonscription du Haut-Rhin, à la 4e circonscription du Haut-Rhin, qui va donc de cette vallée de la Thur jusqu'au Rhin. Et au bord du Rhin, il y a une installation qu'on appelle le CNPE de Fessenheim. Et donc, je suis le député de la centrale nucléaire de Fessenheim, feu centrale nucléaire de Fessenheim, puisqu'aujourd'hui, c'est un site en démantèlement. Je me suis pas mal battu tout au long de mon engagement politique contre cette décision, contre l'individualisation de cette décision de sortir du nucléaire qui se concrétise à Fessenheim, et ce qui m'a conduit en 2022 à piloter la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui essaie de réfléchir sur les raisons qui ont conduit les décisions publiques dans notre pays à abandonner progressivement la préoccupation de la maîtrise de la souveraineté énergétique. Alors, il se trouve que le calendrier de cette commission d'enquête était opportun puisqu'il couvrait le pic de la crise énergétique et qu'elle a donc suscité un intérêt majeur chez nos concitoyens. Ma préoccupation aujourd'hui, au-delà de partager les constats de travaux qui ont finalement déjà 2 ans et qui, après 2 ans, après tout ce qui s'est passé en 2 ans, pourraient être questionnés, c'est surtout de continuer à faire vivre ce sujet dans l'opinion publique, parce que les coûts de l'énergie baissant à nouveau, la tension baissant à nouveau, on pourrait retomber dans les travers qui sont ceux anté-crise. On se dit, bah, finalement, est-ce que c'est si urgent que ça? Et donc, c'est pour ça que... Et puis, comme en plus, il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, on commence à travailler que cet après-midi, bah, finalement, on accepte des invitations comme celle-là. Et j'ai cru comprendre qu'en plus, dans la liste des questions qui m'attendent, il y a aussi cette nécessité de faire ce travail de lien entre la sphère de l'action politique, qui nous concerne tous, et la sphère des acteurs économiques, qui est se comprend mal. Alors, qui comprend pas qui? Je suis toujours très partagé là-dessus. En tout cas, on apprendra à se comprendre que si on dialogue, que si on partage. Et la situation politique du pays issue de la dissolution de juin et des élections législatives de juillet étant particulièrement nouvelle, je crois que tout le monde économique a besoin de comprendre quel est le chemin de la décision publique qui est devant nous. Et donc, je suis très heureux de pouvoir en débattre avec vous ce matin. Eh ben, c'est exactement On le m'avait dit sens. 5 minutes, hein, donc je meuble un peu. Non, mais c'est bien, c'est parfait. C'est exactement le sens de la première question, parce que c'est vrai qu'on J'ai observe, relu les questions avant de venir. on observe, mais alors tu vas pouvoir faire le truc tout seul. On observe une certaine instabilité politique, c'est le moins qu'on puisse dire, comme on a rarement l'occasion de la voir. Quel impact ça peut avoir sur la stabilité législative, le secteur de la performance énergétique, de la transition énergétique, et notamment en attente d'un certain nombre d'arrêtés pour le décret tertiaire, mais pas que. Est-ce que ces arrêtés vont prendre du retard? Est-ce que ça a un impact? Ce qui va être difficile dans les mois qui viennent, ou à minima les mois, puisque après une dissolution, le président de la République ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale pendant un an. Et donc, ça veut dire que dans un an, il pourra potentiellement à nouveau dissoudre.
Donc tout ça, c'est une question. On ne sait pas ce qui va se passer dans un an, mais ce qui est sûr, c'est que dans les 10 prochains mois, la composition politique du pays, elle est connue, elle est arrêtée, elle ne bougera pas. Et elle est particulièrement complexe. Et je crois que ce qu'il faut que chacun arrive à faire dans cette période qui durera entre 10 mois et 3 ans, hein, puisque ce qui est certain, c'est qu'à minima, à l'occasion des présidentielles de 2027, on aura une refonte globale du paysage politique français. Donc dans cette période qui ira entre 10 mois et 3 ans, à faire la part des choses entre l'instabilité politique, dont on va beaucoup parler dans les médias, sur le marché, dans les préoccupations quotidiennes, et à contrario, l'action publique, l'action normative, qui, elle, ne relève pas tout à fait des mêmes logiques d'instabilité politique. D'ailleurs, c'est même un peu paradoxal. Plus le monde politique, qui est le générateur de la norme, est instable, plus la norme, moins la norme sera questionnée, puisque celui qui questionne la norme n'est plus en capacité de questionner la norme. Donc on va être dans cette situation où, dans les mois qui viennent, le Parlement ne légiférera plus beaucoup parce que la composition de l'Assemblée nationale ne permet plus de voter des lois. Il n'y a plus de majorité. Pour voter des lois, il faut la moitié des députés plus un. Puis après, il y a un truc compliqué avec les sénateurs qu'on ne comprend jamais vraiment. Mais enfin, le principe, c'est qu'il faut la moitié des députés plus un. On ne l'a pas. Donc, on va déjà être content si on arrive à faire passer un budget. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse voter pléthore de lois. Alors, on va avoir des, des effets de manche où on va faire passer des textes dans les niches parlementaires sur des sujets très à la mode, qui parlent beaucoup dans les médias. Mais tout ça s'effondrera un petit peu sur justement ce que je décrivais, la navette parlementaire, le processus législatif. C'est pas juste un coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Donc on aura très peu de lois dans les 10 mois qui viennent, voire dans les 3 ans qui viennent. Par contre, qu'en est-il de la norme? Puisqu'aujourd'hui, dans tout ce qui est la matière qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'efficacité énergétique des bâtiments, la réglementation thermique, on est bien au-delà de la seule question de la loi, puisque le cadre législatif, celui-là, il est à peu près stable depuis un certain temps, et c'est bien la norme la norme décret, règlement qui est davantage au cœur de votre travail. Celle-là, elle est en quelque sorte intimement liée à l'impulsion politique de la loi. Si la loi ne change pas, il n'y a pas tellement de raisons de changer la norme. Alors vous êtes en attente d'un certain nombre de normes, parce qu'un certain nombre de lois ont été votées et nécessitent que des décrets soient pris. Ça, c'est dans les mains du gouvernement. C'est des choses qui sortiront, je pense, avec beaucoup plus de mal, avec beaucoup plus de lenteur, peut-être aussi avec plus de concertation qu'avant. Moi, je serais assez optimiste finalement dans la perspective de stabilité, parce que l'instabilité politique va réduire la capacité des pouvoirs publics à générer de la norme et donc va donner une durée de vie supplémentaire aux normes actuelles ou aux normes à venir dans cette période d'instabilité. Paradoxalement, ça devrait être rassurant pour les acteurs économiques. Ouais. Paradoxalement. Donc l'instabilité politique crée une stabilité administrative qui fait qu'on va avoir nous arrêter plus rapidement que d'habitude, finalement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les arrêtés sortiront plus vite, Mais ils sortiront quand même. mais je dirais que les arrêtés seront plus durables. Parce que le phénomène qu'on a observé ces derniers temps, c'est bien la course à l'échalote de la communication politique. C'est-à-dire qu'à peine une norme acquise, son bénéfice politique ou dans le débat public est immédiatement éteint, effacé, et ça appelle donc à la génération d'une nouvelle norme pour dire on a encore fait mieux, alors que l'ancienne norme n'était toujours pas en place. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait ralentir. Très bien, donc le décret tertiaire, le décret Bax, etc. ont des belles journées devant eux. Alors J'espère. justement, on a vu fleurir ces dernières années de très nombreuses contraintes réglementaires. Alors il y a eu les audits énergétiques des grandes entreprises, le décret tertiaire, le décret Bax, le photovoltaïque sur les parkings et j'en passe. Les gestionnaires des bâtiments qui nous écoutent ont parfois un peu du mal à suivre. Vous avez presque commencé à y répondre, mais est-ce que du coup on doit s'attendre à de nouvelles réglementations sur la performance énergétique ou est-ce que indépendamment de l'instabilité politique, on peut s'attendre à ce que le sujet soit traité et que le sujet soit ailleurs. Il y a deux choses. D'abord, ce que vous décrivez, c'est l'incompréhension par le politique d'un processus industriel. Je vous ai dit, j'ai davantage travaillé sur les questions de production d'énergie que d'usage, mais je crois que les mécanismes sont les mêmes. L'échec industriel de Flamanville
C'est à peu près la même chose que ce que vous décrivez. On n'a pas encore mis en place une norme, qu'on l'a déjà changée, que tous les travaux en cours doivent s'adapter. Et c'est vrai dans toutes les matières de la normalisation publique. C'est vrai dans la sûreté nucléaire, je vous parlais de Flamanville, c'est vrai dans la performance énergétique des bâtiments, c'est vrai aussi dans un sujet qui vous intéresse, par exemple, la réglementation de l'urbanisme. Dans l'urbanisme, on a à peine digéré une norme, qu'il y en a une nouvelle qui s'ajoute. On a à peine réussi à boucler la carte des PLU en France, que déjà la moitié d'entre eux sont caducs parce qu'ils ne répondent pas à la nouvelle réglementation sur le zéro artificialisation nette. On a une accélération du temps de l'action politique, qui est incompatible avec le temps industriel. Et la question de la rénovation énergétique est une question industrielle. Même si elle mobilise un réseau d'artisans, c'est une question qu'il faut aborder sous le prisme de la mise en industrie, de la mise à l'échelle, du cadencement, etc. Et on ne peut pas cadencer quand la règle change tout le temps. C'était quoi la question? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres réglementations qui sortent ou Alors, est-ce que c'est déjà suffisamment mature sur la performance énergétique des bâtiments ou est-ce qu'il va y avoir de nouvelles réglementations pour imposer la mise en place de nouvelles actions de performance, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt côté production et mix énergétique que le travail donc, législatif va être fait? donc, comment va fonctionner le politique dans les temps qui viennent? Il va s'intéresser on le voit, c'est des coups d'éclat. Hein. La vie politique aujourd'hui, elle fonctionne grâce à BFM TV, CNews et encore plus grâce à Twitter et TikTok. Donc c'est ce qui est bankable sur les réseaux sociaux qui va être au cœur de l'action politique. Donc moi, je ne sais pas exactement de quoi il va s'agir, mais je vous parie qu'on va trouver un leader d'opinion qui va nous dire, tiens, on ne s'était pas encore intéressé à l'isolation des combles. Je vous donne un exemple, hein, parce que tout parallèle avec un fait réel est fortuit, comme on dit dans les séries, et qui va vous dire, non, mais ce qui est important et la raison pour laquelle on n'a pas réussi l'isolation thermique des bâtiments jusque-là, c'est parce qu'on n'a pas assez misé sur les combles. Ça va faire le buzz. Vous allez avoir des militants d'Europe Écologie Les Verts qui vont sortir dans la rue avec des pancartes isolons les combles. Et puis vous aurez une réglementation pour dire la priorité des priorités, c'est d'isoler les combles. Donc ce qu'il faut surtout éviter, c'est les idées lumineuses, faciles à vendre. On va se dire, ouais, c'est vraiment en réglant le problème des combles qu'on va régler. Facile à vendre, en faisant peu d'efforts, on a un bénéfice maximum. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Donc, le risque sur la norme, c'est celui-là. Pour le reste, la trajectoire de la norme, on la connaît. Vous êtes des professionnels du secteur. Il n'y aura pas de surprise dans ce qui vient. La seule surprise, c'est cet aléa. Mais à la limite, c'est dramatique de ce que je vais vous dire pour le métier que je fais, mais n'y faites pas attention. N'y faites pas attention à cet aléa, l'isolation des combles. On s'en fiche. La perspective, c'est la même. Je vous ai dit, en 2010-2011, j'ai travaillé à la région Alsace, elle existait encore, sur un programme qui s'appelait Énergie Vie. Enfin, la question de la vision globale, de l'isolation globale, la performance globale énergétique d'un bâtiment, elle était déjà là. Et je vous parle de 2010. Enfin, j'ai 34 ans, j'imagine que 10 ans avant, cette vision existait déjà. D'ailleurs, vraisemblablement, dans la maison alsacienne traditionnelle, cette vision existait aussi, puisqu'on construisait des maisons qui s'adaptaient à leur climat. Donc, globalement, je pense que la perspective, elle est là. Ce qui est nouveau, c'est l'innovation technologique. C'est comment est-ce que l'innovation technologique, on la met au service de cette vision globale. Et surtout, on évite de penser que cette innovation technologique, qui n'est qu'une brique, est la solution. Donc, j'ai envie de dire, votre travail, c'est celui-là. Votre travail, c'est de ne pas aller voir un militant d'un parti, donc je ne vais pas surévaluer l'impact politique, mais en disant la solution technique, elle est là, parce que je le dis aussi, et très amicalement à mes amis entrepreneurs, les politiques n'ont pas ces idées tout seuls, hein, parce que personne n'est dupe. La norme est génératrice d'activité économique. Et que derrière une nouvelle norme, une nouvelle idée brillante, il y a un marché économique. Et si l'isolation des combles, elle est venue sur le débat public, c'est pas parce que un militant de l'isolation, enfin de la performance énergétique des bâtiments est allé travailler le sujet à l'occasion d'un rapport parlementaire fouillé. C'est parce que un producteur d'isolant thermique des combles est venu le voir en lui disant voilà la solution miracle.
Et j'avoue que Citron remercie ceux qui ont fait le décret tertiaire ou l'audit réglementaire. Vous voyez? C'est pas nous. Mais ok, donc si je résume un petit peu, si j'essaie de matérialiser toute la richesse de cet échange, la réglementation est déjà pas mal mature sur la performance énergétique, on a déjà vu ça. Mais par contre, il faut faire attention aux effets OAU, BFM et plutôt s'intéresser à la chaîne YouTube de Citron qui, elle, donne de l'information plus concrète. Alors je précise à Didier Migaud, ancien président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et à son successeur, que je ne touche aucun royalties de Citron. Non, vous êtes là sur une invitation et c'est très agréable de votre part d'avoir accepté. Alors, le sujet suivant, on a parlé de la réglementation, parlons aussi un peu de la sensibilisation, voire même des incitations à la transition énergétique qui sont proposées dans le décret tertiaire, les collectivités, etc. On a beaucoup utilisé, d'ailleurs, on a été assez copié même à l'étranger, sur le système des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. On a vu récemment que la Cour des comptes avait émis un rapport pour épingler le système, pour même aller jusqu'à envisager de l'arrêter ou en tout cas de le refondre en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu d'éclairage sur le sujet? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les C2E ont encore de beaux jours devant eux ou pas? Alors je reviens à ce que j'ai dit avant, il ne faut pas s'attendre à des évolutions majeures dans les mois qui viennent. La suppression des CE2E serait une évolution majeure. Je n'y crois pas. Néanmoins, deux points de vigilance. On est dans une période de contraction de la dépense publique qui est devant nous, qui va être évidente. Le pays est dans une situation financière assez dramatique. Euh, le coût de la charge de la dette ne cesse d'augmenter et ne cessera d'augmenter parce que l'instabilité politique, c'est l'absence de confiance. Assez rationnel de ce point de vue-là. On peut avoir un débat sur est-ce qu'il faut 100%, 120%, 150%, 200% du PIB en dette. À la limite, la question, c'est pas tant ça que combien nous coûte la dette. Et combien nous coûte la dette, c'est une fonction directe de la confiance qu'ont les détenteurs de la dette dans le système politique français. Et la confiance dans le système politique français, euh, dans une période d'instabilité politique, elle est proche de zéro. Donc, on n'aurait que 50% du PIB en dette. Le problème financier du pays serait le même que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir qu'on a 120% de PIB en dette. Donc, on va avoir un problème financier à financer notre dette parce que les acteurs de marché ne font plus confiance à notre système politique dans sa capacité à financer cette dette, à rembourser la dette. Donc, on va être devant une période de disette budgétaire. Et on le voit bien, on attend cet après-midi la déclaration de politique générale de Michel Barnier. On ne sait pas encore ce qu'il va dire. Alors, ça excite tout le monde. D'habitude, on sait en avance ce qui est dans les discours. Bon, bah là, tout le monde va devoir écouter. Ça change. Ça change, quoi. Nouveauté, Michel Barnier, on est obligé d'écouter pour savoir ce qui va être dit. C'est pas mal non plus. Hein. Ça permet d'essayer de tout écouter et pas seulement de chercher les mots-clés avant qui permettent de faire le buzz. Donc, problème de confiance qui génère un problème de financement. Problème de financement qui va générer la nécessité de trouver des dépenses publiques dans lesquelles faire des économies. C'est pour ça qu'un rapport comme celui que la Cour des comptes vient de rendre sur le C2E va être regardé. Parce que le C2E, c'est énormément d'argent public. Alors on peut se faire plaisir en se disant ouais, mais non, mais c'est les privés qui se financent entre eux. Non, objectivement, à la fin, c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui est pris sur les impôts, c'est de l'argent qui est pris sur des mécanismes fiscaux, c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État et qui est donc un choix volontaire d'affectation d'une recette collective. Donc, il va y avoir une attention à trouver tout ça. Quelles sont donc les dépenses qui vont faire l'objet d'une taille budgétaire? Les dépenses indolores. Warning du coup sur les C2E. Parce que pour le français lambda, tailler dans les C2E, là, comme ça, c'est indolore. Ça ne change rien à la fin du mois. Les trottoirs continuent d'être rénovés. J'ai l'impression que ma qualité de vie s'améliore parce que on désherbe toujours encore le caniveau et que mes impôts n'ont pas augmenté. Mais pour la préparation de l'avenir, on est sur quelque chose de plus embêtant. Second warning, c'est qu'on est dans un mécanisme qui a énormément d'intérêts, mais qui a beaucoup de défauts aussi.
au premier rang desquels tous les mécanismes d'évitement, de contournement, de fraude. Et on ne peut pas raisonnablement vouloir défendre les C2E tout en disant c'est un mécanisme qui ne doit pas bouger, qui est parfait, dans lequel il ne faut pas faire attention à la fraude. Ah, il n'y a plus de micro. On vous entend encore? On vous entend encore? Ça fonctionne encore? Voilà, c'est bon. Je vais tester tout ça. Je perds le fil de mon données. Je Donc, pense qu'on n'entend plus du coup. Là. Je pense qu'on entend. J'arrive tout de suite. Et du coup, alors peut-être rassurer en écrivant en ligne Ouais. C'est bon, on vous entend. Sur les CD, On vous entend. la question de la fraude est un sujet. La question de la fraude est un sujet dont la filière doit se saisir. Il ne faut pas attendre que ce soit les pouvoirs publics qui se saisissent de la question de la fraude. Parce que si ce sont les pouvoirs publics qui se saisissent de ça, dans une période de disette budgétaire, d'instabilité politique, la réponse, elle est toute faite, quoi. On coupe. Donc, il faut que ce soit la filière qui s'en saisisse pour proposer des solutions de réponse. On a des acteurs qui ont réussi à frauder le système fiscal le plus sécure que l'esprit politique ait réussi à inventer, qui s'appelle la TVA. On a des gens qui ont réussi à frauder la TVA, alors que c'est un des impôts les moins fraudables de par sa construction. Donc vous imaginez bien que les C2E, dire qu'il n'y a pas de problème sur les C2E, qu'il n'y a pas de fraude autour des C2E, enfin, je veux dire, personne n'y croit. Donc il faut que le ménage, il vienne d'en bas, en fait. Il ne faut pas attendre que ce soit le ministre qui soit obligé de mettre en place un formulaire supplémentaire pour vérifier, parce qu'à la fin, si on met un formulaire supplémentaire pour vérifier, eh ben, c'est qui? C'est le petit artisan local qui va encore devoir embaucher un personnel de plus pour réussir à remplir toutes les cases du formulaire, qui du coup va abandonner, va plus faire de C2E, mais par contre, le fraudeur professionnel, lui, il saura faire parce que ça sera toujours encore lucratif pour lui. Donc voilà, moi je crois au C2E, je crois à la nécessité d'en refondre et je crois à la nécessité que la filière se mobilise pour nous aider à rendre l'écosystème du C2E un peu plus propre. Ok. Donc c'est presque un sujet, enfin, donc c'est très lié au sujet financier. Alors, les C2E étaient quand même pas forcément financés directement par l'action publique, ça mettrait plutôt en règle des systèmes comme MaPrimeRénov, par exemple, ou de ce genre de sujet. Mais je suis pas d'accord sur le fait de dire que les C2E ne sont pas financés par de l'argent public. C'est une décision qui entraîne des impacts fiscaux colossaux pour les recettes de l'État. D'accord. Donc, Ok, non mais c'est indirect. ma prime rénov, c'est de la dépense directe, mais il faut bien avoir conscience de la situation dans laquelle on est. On parle de 20 à 40 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour l'an prochain. Alors, les C2E, oui, c'est de l'argent entre acteurs, mais c'est de l'argent entre acteurs qui sort des flux fiscaux. Donc, c'est de l'argent entre acteurs qu'on pourrait chercher à ramener dans le système fiscal. Ok. Ok. Pour revenir presque sur votre sujet de prédilection, pour reparler un petit peu peut-être de nucléaire, le changement politique qu'on observe à propos du nucléaire en France va-t-il avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises? On voit qu'il y a eu des modifications en termes de réglementation. On ne parle pas encore d'énergie renouvelable, mais on parle plutôt d'énergie décarbonée. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact quand on parle de bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou d'impact pour les entreprises? Alors, oui et non. D'abord, non, parce que la bataille sémantique entre énergie renouvelable et énergie décarbonée, elle concerne davantage l'incitation européenne des États dans le management de leur système productif. Une entreprise, on regarde bien l'énergie décarbonée qu'elle consomme. Et l'électricité française, elle est décarbonée en prenant en compte le mix énergétique. Par la bataille entre décarboné et renouvelable, elle est au niveau de l'orientation du système de production. Quand vous consommez de l'électricité en France, elle est décarbonée à hauteur de l'injection des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire. Donc, ce qui décarbone les procédés économiques, industriels ou autres, c'est aujourd'hui
en grande partie le transfert d'usage vers l'électricité, puisque l'électricité française est décarbonée. Le rapport au nucléaire en France, c'est comment on augmente l'électricité comment on augmente décarbonée disponible pour permettre le transfert d'usage. C'est ça l'enjeu. Mais le transfert d'usage vers l'électricité en France permet déjà la décarbonation. L'enjeu sur cette bataille sémantique, c'est un enjeu donc de défense du modèle français dans un paysage européen dans lequel le modèle français est une exception. La France est le pays le plus nucléarisé d'Europe. Et être isolé dans cette stratégie, c'est de moins en moins le cas. Par à-coup, en fonction de l'état de l'opinion publique, la France s'est plus ou moins battue au niveau européen pour défendre la technologie nucléaire. On est de nouveau dans une époque où on arrive à la défendre. Alors, warning, on n'a jamais eu une présidente de la Commission européenne qui était aussi favorable au nucléaire qu'aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel pour une Allemande. Après les élections européennes, elle a fait de la littérature favorable au nucléaire. Elle a expliqué à quel point tout ça était formidable dans la transition, c'était une énergie nécessaire. Et néanmoins, elle a nommé, elle propose de nommer commissaire européen en charge de l'énergie deux personnalités éminemment anti-nucléaires. Donc la bataille au niveau européen, elle n'est pas encore, gagnée, elle n'est pas encore emportée. Donc, gros point de vigilance au niveau européen. Au niveau français, le discours politique s'est stabilisé en faveur du nucléaire. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Toute filière économique a besoin d'une stabilité du discours politique et des décisions stratégiques pour se projeter. On a les acteurs de la filière nucléaire qui sont en train de s'aligner à nouveau dans la relance de l'outil de production. Alors, l'outil de production, là, je ne pense pas au parc existant, mais je pense à la filière de la construction des centrales nucléaires. La France n'est pas seulement un pays qui exploite des centrales nucléaires, elle est un pays qui construit des centrales nucléaires. Dans l'exploitation des centrales nucléaires, avec nos 58, puis 6, puis bientôt de nouveau 7 réacteurs, on a toujours maintenu des compétences. Par contre, dans la filière de la construction des centrales nucléaires, là, on s'est complètement effondré, puisque finalement, ça faisait, avec le lancement de Flamanville, ça faisait globalement 10 ans qu'on n'avait pas lancé, enfin 20 ans qu'on n'avait pas lancé de chantier de centrale nucléaire, 10 ans qu'on n'en avait pas mis en service. Ça, c'était en 2006. On est en 2024 déjà, donc quasiment 20 ans après. Donc, on avait perdu des compétences dans cette filière de la construction de centrales nucléaires. C'est là qu'il y a un gros ramp-up qui est en cours pour remonter la filière en compétences, en calibrage, en cadence. Maintenant, le défi, c'est que cette action lancée par les industriels de la filière ne soit pas coupée par un problème majeur, qui est la décision d'y aller, qui est aujourd'hui retenu par une seule question, c'est le financement. Et finalement, là, on se retrouve. Comment on finance? Et là, juste une idée, c'est-à-dire que si l'énergie nucléaire est pas chère en France aujourd'hui, c'est si et seulement si, parce qu'elle a été financée dans les années 60 et 70 au moment de sa construction. Et qu'au moment de la construction de ces outils de production, bien que dans une période ultra-inflationniste, on a financé les moyens de production. C'est ce qui nous permet de bénéficier aujourd'hui d'un outil amorti. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à projeter dans le temps. Et c'est là que je dis que le précédent gouvernement faisait un peu n'importe quoi, parce qu'on avait un ministre de l'économie qui allait tapoter du petit doigt sur la table du codir d'EDF pour dire attention, mon artisan, il paye des factures trop fortes. Ouais, ok, c'était vrai, clairement. Enfin, le boulot du ministre de l'économie et des finances, c'est de construire la stratégie de financement du nouveau nucléaire, du cycle du combustible, du réseau électrique, et puis, plus largement, de la rénovation thermique des bâtiments, etc., etc. Donc, la question du politique aujourd'hui, c'est bien la mise en place des outils de financement qui permettent de poursuivre cette courbe de décarbonation de notre économie. On souhaite au nouveau ministre de l'économie de réussir sur ce sujet-là. C'était votre, mais on l'imagine que oui, parce que c'était le rapporteur de votre commission. C'était le rapporteur de la commission. Comme quoi, elle a eu du succès, cette commission. Ça nomme des ministres de l'économie. Ok. Une dernière question, et puis après, on prendra peut-être les questions des gens dans la salle ou en ligne.
La plupart des personnes qui nous écoutent sont en charge de la performance énergétique d'un patrimoine immobilier, directement ou indirectement. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer, une recommandation ou un mot d'espoir à leur donner? Non, mais un message à faire passer, c'est je suis convaincu de la nécessité de tout cela, mais que paradoxalement, euh, les politiques publiques ne cesseront de jouer contre vous. Parce que l'intérêt des propriétaires, l'intérêt des occupants, qu'ils soient particuliers, professionnels, tertiaires, c'est égal, euh, il est animé par le coût. Donc l'intérêt euh, des propriétaires pour la rénovation de leur patrimoine, il est animé par le coût de l'énergie. Or, les politiques publiques, elles ne cesseront d'être motivées par la nécessité de baisser le coût de l'énergie. Donc, on poursuit des objectifs identiques, la décarbonation du système de production, qui passe par une réduction une amélioration de la performance de la consommation. Mais l'amélioration de la performance, elle est challengée par la lutte permanente du pouvoir politique pour baisser le coût de l'énergie. Et qui est une lutte qui ne disparaîtra pas. Parce qu'on le voit, dès que l'énergie augmente, certes, ça génère de l'intérêt pour vos activités, mais ça génère un rejet dans l'opinion publique qui est dramatique. C'est le problème des Gilets jaunes. Dès que le coût de l'énergie augmente, on a un problème politique dans le pays. C'est normal, c'est complètement normal. Notre société, elle est complètement construite sur la question énergétique. Notre société, elle est devenue une fonction de la disponibilité de l'énergie. Donc c'est complètement normal qu'on ait cette espèce de dichotomie entre, d'un côté, la nécessité d'économiser l'énergie, mais néanmoins, la bataille de baisser de façon permanente le coût. Donc, bon courage pour expliquer que c'est pas parce que l'énergie est pas chère qu'il faut la gaspiller. Voilà. Mais genre, c'est ça le message à faire passer. C'est même si l'énergie est pas voilà. chère, il faut continuer à l'économiser. Exactement, parce que l'énergie qu'on économisera, elle nous permettra de faire autre chose. Parce que les personnes en face de vous qui gèrent un patrimoine immobilier, chacun a son parti pris, mais ils payent tous une facture d'énergie assez importante. Donc le fait de réduire le prix, ça leur va très bien. Après, derrière, ils ont compris aujourd'hui, je pense ce matin, que l'instabilité politique allait créer une stabilité réglementaire et que les textes de loi qu'on a cités, le décret tertiaire et dont on va parler toute la journée, il va falloir s'y mettre pour ceux qui ne s'y sont pas mis, mais je pense que globalement, si vous êtes là, c'est que vous y êtes déjà mis. Mais en tout cas, ils ont des beaux jours devant eux. Mais moi, je trouve ça assez encourageant de savoir qu'en parallèle de ces réglementations qui viennent nous imposer à réduire notre consommation et donc notre impact environnemental et aussi nos coûts, il y a aussi une bagarre en parallèle qui soit là pour nous aider à diminuer la note, parce que ça nous permettra aussi peut-être de réinvestir dans l'entretien de nos bâtiments et dans leur performance de demain. Et puis, conviction, c'est-à-dire que notre modèle de société, enfin notre modèle de finances publiques, est largement construit sur la consommation d'énergie carbonée. Ce contre quoi on lutte. Donc, on va avoir un problème fiscal, financier, budgétaire, lié à la transition. Donc, ceux qui n'auront pas fait ces efforts d'économie d'énergie seront ceux qui, demain, se feront rattraper par la patrouille fiscale. D'ailleurs, je vous l'annonce, même ceux qui l'auront fait le seront. C'est le débat qu'on voit sur la taxe sur l'électricité. Quand aujourd'hui, je n'ai pas en tête. Ça, par contre, c'est pas du tout encourageant. C'est-à-dire que le prix de la molécule va baisser, mais le prix de la taxe va monter. Mais évidemment. Mais évidemment. Il faut vraiment faire des économies d'énergie alors. Évidemment. Alors, pas seulement de la molécule d'ailleurs, de l'électron aussi. Parce que aujourd'hui, la part de fiscalité qui est assise sur le pétrole et sur le gaz, elle est colossale. Et on est tous en train de se battre pour ne plus consommer de pétrole. Bah, elles viendront d'où les recettes fiscales demain quand il n'y aura plus de pétrole? Bah, on ira les chercher sur d'autres flux. Parce que le pétrole est un flux énergétique. Et que je crois plutôt, d'ailleurs, on va me dire que je suis macroniste, je précise, ce n'est pas le cas. Je crois plutôt à la fiscalité des flux qu'à la fiscalité des stocks, parce que c'est plus dynamique pour l'économie. Mais on ira chercher d'autres flux. Et le flux de l'électricité en est un qui sera demain sûrement encore plus taxé. Donc la performance énergétique des bâtiments,
elle n'est forcément qu'un bon investissement. Même, et malgré l'amélioration de la performance, les coûts grandiront. Mais quand les coûts grandissent, l'intérêt de la performance s'accroît aussi. Très bien. On arrive un peu au temps. On va peut-être pouvoir prendre une ou deux questions dans la salle s'il y en a, ou en ligne après s'il n'y en a pas dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? On est arrivé au bout du temps. Donc, à la limite, c'est peut-être qu'on a beaucoup trop parlé. C'est bon? Bon, bah super. Et ben, merci beaucoup, Merci Raphaël. beaucoup, Vianney. Bonne Merci d'être journée. venu. Et puis, bah, si tu veux rester aujourd'hui, j'imagine Ça que tu as va. un discours du Premier ministre à Ouais, il prendre. paraît. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.